Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde et on décrypte la dissuasion nucléaire française et son avenir. On en parle avec notre invité, le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour mon général. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant de nation, avec notamment cette déclaration qui a fait énormément réagir, et pas seulement en France. Je cite, « Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand Friedrich Merz, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. » Alors on va essayer de revenir avec vous sur des définitions très concrètes pour expliquer un peu à tous ceux qui nous écoutent ce qui se passe, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui pourrait se faire demain, et aussi en tentant de le dédramatiser. Quand on parle de dissuasion nucléaire française, aujourd'hui, dans quel cas, aujourd'hui, en l'état actuel de la doctrine, dans quel cas la France aurait pu être amenée à se servir de son arme nucléaire ? C'est assez simple, c'est dans le cas où le président de la République, entouré, il est vrai, des chefs militaires et de son gouvernement, décide que nos intérêts vitaux sont engagés. Donc il s'agit de préserver nos intérêts vitaux. Évidemment, c'est un concept assez large, assez vague, ça a été voulu comme ça par les pères fondateurs, et en particulier par le général de Gaulle, qui en 1964 a donc mis en œuvre cette composante de dissuasion. Vraiment, on doit beaucoup à l'histoire, mais là, c'était un virage extraordinaire. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons reposer cette dissuasion sur deux composantes qui sont complémentaires, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont stratégiques et des avions de combat, des Rafales, qui apportent des missiles très performants, extrêmement performants, et qui peuvent à la fois aller frapper aussi dans la profondeur, mais montrer la résolution du pays. Donc c'est pas tout ou rien, mais c'est fondé sur le principe, et ça c'est extrêmement important dans le débat d'aujourd'hui, d'intérêts vitaux. Alors, les intérêts vitaux, justement, ça laisse cours à l'interprétation. C'est pour ça qu'on va voir ce qui pourrait changer. Un point d'abord très concret, très pratico-pratique. La composante à la fois aérienne et sous-marine de la dissuasion nucléaire, c'est une part très importante, et ce depuis longtemps, du budget militaire français. Oui, alors c'est vrai, ça ne nous a pas échappé pour le moins. Moi, j'ai participé comme chef d'état-major de l'armée de l'air à la modernisation de la composante aéroportée. Alors, d'abord, oui, mais ça nous donne accès à un club très fermé, et ça nous donne une voix prépondérante, comme on le voit aujourd'hui dans toute discussion géostratégique et dans toute discussion pour la paix. Donc, c'est quand même une garantie de sécurité énorme. Si je prends uniquement la composante aéroportée que j'ai commandée, que j'ai dirigée, on a tout fait pour faire converger les besoins. Et par exemple, le Rafale, qui est un avion polyvalent, emporte la bombe nucléaire aussi bien que assure des missions de défense aérienne, de protection de notre territoire, ou des missions de la profondeur, comme on l'a vu sur certains théâtres d'opération. Donc on a essayé vraiment d'optimiser, et on a réduit aussi, il y a quelques années, la composante d'un tiers. Donc on a essayé de trouver vraiment le juste équilibre, de manière à ce que cette composante, elle pèse forcément, parce qu'on ne rentre pas dans la cour des grands gratuitement, et il n'y a pas de voyage gratuit là-dedans, mais qu'elle soit aussi extrêmement utile pour les composantes classiques, je dirais. Alors, pendant les 30 dernières années, les forces armées, vous l'avez vécu en première ligne, si j'ose dire, ont subi de fortes baisses budgétaires. Est-ce que la dissuasion nucléaire française, au moins celle qui existe toujours aujourd'hui, à savoir aérienne et sous-marine, en a souffert aussi ou pas? Parce que c'est le cas manifestement en Grande-Bretagne. Non, les efforts nécessaires ont été faits partout. Et Dieu sait si c'était une œuvre commune avec le commissariat à l'énergie atomique et sa direction des affaires militaires, avec les industriels. C'est une très belle aventure, hein, le nucléaire, parce que ça ne supporte pas d'approximation, d'amateurisme pour le moins. Et je peux vous dire que on est très fiers de ces composantes, comme je le disais tout à l'heure, qui nous positionnent au plus haut niveau et qui tirent en quelque sorte la défense vers le haut. Donc, on a réussi à préserver ça parce que les présidents successifs se sont persuadés, et c'était pas forcément évident, que c'était ça, non seulement
l'outil vital pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Oui. Et c'est pour ça que ces investissements sont permanents. C'est pour ça qu'on n'y a jamais touché. Vous avez été, je le rappelle, vous avez été commandant suprême allié à la transformation de l'OTAN. Il y a 2 nations européennes dans l'OTAN qui disposent de l'arme nucléaire. Quelle est la différence entre le parapluie nucléaire français et le parapluie nucléaire britannique ? D'abord, les Britanniques ont abandonné, et ils le regrettent beaucoup, une composante aérienne. Vous savez, la composante aérienne, elle permet au chef de l'État de faire décoller ses avions et de menacer en quelque sorte un agresseur en lui disant et en laissant subsister le doute. Donc c'est important d'avoir aussi cette composante très visible. Et alors que les sous-marins, ils sont au contraire très silencieux et tapis au fond de la mer. Parce qu'une fois qu'ils ont tiré, évidemment, ils sont détectables. Et les Britanniques ont fait ce choix de ne garder que la composante sous-marine qui a une forme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a quand même une forme de dépendance vis-à-vis des Américains en ce qui concerne les armements, le stockage et autres. Est-ce que ça veut dire que les Britanniques devront référer aux Américains s'ils veulent l'employer? C'est un secret qu'ils gardent eux-mêmes, mais il y a un doute qui peut planer là-dessus. Cela dit, on a quand même effectivement sur le continent européen, au sens large du terme, on a deux puissances nucléaires. 2 puissances nucléaires. Je le disais précisément parce que les missiles nucléaires français sont français, alors que les missiles nucléaires britanniques sont britanniques, et ça peut poser des questions de dépendance à moyen terme. Qu'est-ce qu'un débat sur l'ouverture ou l'élargissement du parapluie nucléaire français pourrait impliquer dans son usage concrètement? Est-ce que ça veut dire, lorsqu'Emmanuel Macron dit qu'il est ouvert à la discussion, que la France est prête à se servir de son arme nucléaire dans davantage de cas? Il faut là aussi repartir du fondement de la dissuasion nucléaire. Dire ça aujourd'hui, alors c'est pas la première fois. Les présidents ont ouvert des portes sur le sujet, mais c'était quand même pas aussi clair et direct que le président aujourd'hui, qui a clairement mis ça sur la table, si vous excusez l'expression. Et ça veut dire que les intérêts vitaux français et les intérêts vitaux de l'Europe convergent, puisqu'on ne va pas changer de doctrine nucléaire, on n'est pas agressif, on n'est pas offensif, mais qu'à un moment donné, on a formé une communauté, c'est l'esprit, on forme une communauté de destin commun, et donc on a des intérêts vitaux. Maintenant, lesquels, c'est un peu ça, évidemment, la question qui va être posée, et ça demande aussi beaucoup de discussions avec nos alliés, parce que encore faut-il qu'ils acceptent ce principe, et qu'eux-mêmes délèguent en quelque sorte une forme d'autorité à notre président, parce qu'il est hors de question, et ça j'insiste là-dessus, que la chaîne nationale de commandement soit perturbée. La crédibilité de la composante de la dissuasion, ça repose sur une chaîne très claire et unique, de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ni pour l'emploi de cette force, ni pour nos adversaires. Et effectivement, un seul doigt sur le bouton, dans le pire des cas, évidemment. On sera amené à en reparler, pourquoi pas avec vous, mon général. Merci pour cet éclairage. Et à bientôt sur Sud Radio. Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême allié à la transformation de l'OTAN.